L'invité de la rédaction. Il est 12h20, vous êtes toujours sur RCJ et nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS et vous publiez L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe aux éditions du CERF. Nous allons évidemment parler de cette question, de cette épineuse question s'il en est, mais je voulais d'abord avoir votre avis sur un tout autre sujet, quoique peut-être qu'il y a des liens, vous allez peut-être nous le dire, concernant la Russie, pays que vous connaissez bien et sur lequel vous travaillez j'allais dire tous les jours. Oui. Et vous avez entendu dans cette édition, Jacques Sapir, les propos notamment de Donald Tusk, le président de la Commission européenne, qui a déclaré que la Russie cherchait à affaiblir l'Union européenne. Vous partagez cet avis ? Je pense que l'Union européenne sait très bien s'affaiblir toute seule sans avoir besoin pour cela de la Russie ou des Martiens. C'est tout à fait évident. C'est pas du tout la Russie qui a provoqué la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout à cause de la Russie que toute une série de pays sont aujourd'hui en conflit avec les institutions de Bruxelles. Donc, le fait de dire « Ah oui, la Russie cherche à affaiblir l'Union européenne », ça semble être surtout un espèce d'argument pro-domo des institutions européennes pour justifier leur incompétence sur le terrain. Et en ce qui concerne les sanctions, les menaces de sanctions, là on parle de l'implication de la Russie auprès des troupes de Bachar el-Assad en Syrie. Alors tout d'abord, c'est assez étonnant que l'Union européenne puisse discuter de sanctions sur ce sujet. Mais pourquoi ? Passons. Tout simplement parce que la Syrie ne fait pas partie de l'Europe, n'est pas une région qui, d'une certaine manière, est dans la zone territoriale dont s'occupe l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, parce que les alliés occidentaux qui opèrent actuellement au Yémen, l'Arabie Saoudite, les États du Golfe, font 4 à 5 fois le nombre de morts au Yémen qu'il y a aujourd'hui à Alep, et ceci dans l'indifférence et le silence général. Donc on voit bien qu'il y a là une espèce de deux poids deux mesures absolument scandaleuse par rapport à la Russie. La troisième raison, c'est que en réalité, on voit bien que cette question des sanctions, qui pénalise d'ailleurs essentiellement les pays européens beaucoup plus que la Russie, est une question qui divise très profondément les pays européens. Il est de notoriété publique qu'il y a toute une série de pays européens et des pays importants de l'Union européenne, comme par exemple l'Italie, qui sont très opposés à ces sanctions. Donc là, on voit très bien que en discutant de ces sanctions, encore une fois, l'Union européenne a pris un revolver et s'est tiré une balle dans le pied. Vous me faisiez remarquer, Jacques Sapir, hors antenne, que les dirigeants, en tout cas beaucoup de dirigeants, ne connaissaient plus les règles de la guerre, même. Ils ne connaissent pas la réalité de la guerre, c'est une évidence. Si vous voulez, quand vous étudiez un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et que vous voyez le degré de violence qu'il y a chaque fois que la guerre se situe sur un territoire urbain, dans une ville. Le cas de Varsovie en 1939, le cas bien connu de Stalingrad, le cas de Berlin en 1945. On sait très bien que quand il y a un combat dans la ville, les forces militaires et les forces civiles sont très largement imbriquées. Ce qui se passe aujourd'hui à Alep, et on en a eu hier et avant-hier encore la démonstration, c'est que quand le gouvernement de Bachar el-Assad et les Russes décident de corridors humanitaires pour laisser la population sortir d'Alep, mettent à la disposition de cette population des bus qui lui permettraient de rejoindre d'autres zones rebelles. La population en est empêchée par des tirs de mitrailleuses et de mortiers venant des rebelles eux-mêmes. Et ces rebelles, il faut le dire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est connu de tous les gens qui travaillent sur cette question, ces rebelles, c'est Al-Qaïda. Il n'y a plus de ce qu'on appelle des rebelles modérés, si tant est qu'ils aient existé. Mais je dis qu'il n'y a plus aujourd'hui de forces rebelles modérées qui soient en train d'opérer militairement à Alep. La totalité des forces qui opèrent militairement à Alep sont des forces d'Al-Qaïda, autrement dit, des forces terroristes. C'est ça la réalité des opérations sur le terrain. Alors tentons de faire une transition, un pont, Jacques Sapir, entre votre ouvrage l'euro contre la France, l'euro contre l'Europe et ma première question. Est-ce que les sanctions économiques votées par l'Union européenne affaiblissent autant l'économie russe que les sanctions de la Russie en riposte n'affaiblissent l'économie européenne? Il faut savoir que dans les sanctions, il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions qui ont été décidées essentiellement par l'Union européenne. Ce sont des sanctions commerciales, d'ailleurs très inspirées de ce que voulaient les États-Unis. Et ces sanctions commerciales ont eu très peu d'effet
sur la Russie. Par contre, les contre-sanctions qui ont été prises par la Russie contre les pays de l'Union européenne, en particulier sur le domaine de l'agroalimentaire, ont elles, eu des conséquences importantes, que ce soit en perte d'argent ou en perte d'emploi dans l'Union européenne. Ça, c'est un premier point. Là où les sanctions, et c'est essentiellement les sanctions américaines, ont eu un impact, ce sont dans les sanctions financières, quand les États-Unis surtout ont menacé, si vous voulez, d'appliquer des formes de législation américaine à l'ensemble des opérateurs financiers, même s'ils ne sont pas situés aux États-Unis, même si les opérations qu'ils font ne passent pas aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis argumentent que le fait d'utiliser le dollar dans ces opérations transpose en réalité ces opérations aux États-Unis, car la caisse de compensation sur le dollar est évidemment située aux États-Unis. Le résultat de tout cela, c'est que l'on voit très bien qu'aujourd'hui, les banques russes, la finance en Russie, est en train de se dédollariser. Alors évidemment, ceci a un coût, ceci a perturbé les conditions de fonctionnement de l'économie russe, mais qu'elle est en train de se dédollariser en utilisant d'autres monnaies, et en particulier la monnaie chinoise, ou même tout simplement le rouble. Ce qui a réellement était quelque chose de très embêtant pour la Russie, mais qui n'est absolument pas lié aux sanctions, c'est la chute des prix du pétrole. Et on sait très bien que cette chute des prix du pétrole, qui était liée à la bulle qui avait éclaté sur ce qu'on appelle l'huile de schiste, le pétrole de schiste au Canada et aux États-Unis, est en train aujourd'hui de se résorber après être tombé autour de 25 à 27 dollars le baril. Le pétrole est remonté entre 50 et 51 dollars le baril, et on devrait finir l'année autour de 55, peut-être un petit peu au-dessus, quitte à atteindre à nouveau des niveaux de prix de l'ordre de 60 à 65 dollars au premier semestre de l'année prochaine. Alors ce n'est pas un mystère, Jacques Sapir, l'Europe ne va pas très bien, crise économique, crise politique, crise institutionnelle, voire identitaire profonde, mais selon vous, à vous lire, Jacques Sapir, cette crise a un nom, et quasiment un seul, c'est l'euro. Pourquoi la monnaie unique serait l'unique responsable de tout cela ? Alors, je n'ai pas dit que la monnaie unique était l'unique responsable, mais c'est très évidemment un responsable principal des crises que connaît l'Union européenne. Tout d'abord de la crise économique. Et on voit très bien que les politiques économiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans les pays européens, sauf l'Allemagne, sont des politiques économiques qui n'ont pour but que de permettre à ces pays de rester dans la zone euro. Et ça pose un énorme problème. Quand on sait par exemple que aujourd'hui, si on calcule l'équivalent des taux de change réels, c'est-à-dire moins l'inflation, de ce que serait un Deutschmark virtuel par rapport à un franc virtuel s'ils avaient continué à exister dans le cadre de l'euro. On se rend compte que à la valeur du taux de change actuel de l'euro avec les autres monnaies, on aurait une sous-évaluation du Deutschmark d'environ 15% et une surévaluation du pseudo-franc de 6 à 8%, pratiquement de 10% pour la lire italienne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un écart de taux de change réel d'environ 20% entre la France et l'Allemagne, peut-être de 25% entre l'Allemagne et l'Italie, etc. Mais c'est ça ce qui explique l'un des principaux déséquilibres économiques de l'Union européenne, l'énorme excédent commercial accumulé par l'Allemagne, entre 6 et 9% de son PIB, et en contrepartie évidemment, le déficit commercial des autres pays. Or, c'est pour lutter contre ce déficit commercial que ces autres pays mettent en place des politiques d'austérité, et on sait très bien que les politiques d'austérité ont des effets extrêmement négatifs sur la croissance et sur l'emploi. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu le raisonnement économique. Mais il y a aussi politiquement un problème on va y venir, extrêmement important. Évidemment, parce que la question que je voulais vous poser aussi, quasi fondamentale, c'est la monnaie unique qui est en soi une erreur, ou c'est la façon dont elle a été mise en œuvre, auquel cas ce serait effectivement un problème politique aussi? Alors, il y a tout d'abord, à l'évidence, la monnaie unique au niveau général, au niveau des principes. Pourquoi ? Voilà, parce que, ça, si vous voulez, la monnaie unique impliquait en réalité la constitution d'une souveraineté
européenne. Mais alors, à ce moment-là, il faut démontrer qu'il existe un peuple européen. Autrement dit, que les cultures politiques des peuples européens qui existent. Et si vous voulez, on peut tout à fait avoir une très grande communauté culturelle entre nous. Moi, dont une partie de la famille vit en Italie, je suis assez bien placé pour vivre ça. Bon, mais on voit aussi que la culture politique de l'Italie n'est pas équivalente à la culture politique française, qui elle-même n'est pas équivalente à la culture politique allemande, qui elle-même n'est pas équivalente à la culture politique néerlandaise ou à la culture politique belge, etc., etc. Donc, sans culture politique commune, il ne peut pas y avoir de peuple européen et il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Et là-dessus vient se greffer un problème lié un petit peu aux accords qui ont été pris justement pour essayer de faire fonctionner, de sauver la zone euro, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit très bien que les questions budgétaires et les questions fiscales sont en train d'être retirées aux parlements nationaux. Or, rappelons-nous quand même, si vous voulez, n'importe quel étudiant en histoire le sait, c'est sur la question du contrôle par le Parlement de la fiscalité et des dépenses publiques qu'est née et que s'est constituée et que s'est assise la démocratie dans nos pays. En retirant, en cassant ce lien, sans permettre la constitution d'un lien équivalent, parce qu'il n'y a pas, je le répète, de peuple européen, c'est l'ensemble des processus démocratiques qui sont aujourd'hui mis en cause par l'existence de l'euro. Mais alors que répondre, Jacques Sapir, à ceux qui disent, chiffres à l'appui également, que sortir de l'euro serait l'effondrement, un synonyme d'effondrement de notre économie, que ce serait la flambée des taxes, la chute des retraites, que répondre Il y a un mot américain qui décrit très bien ça, bullshit. Des conneries. C'est essentiellement des conneries. Si vous voulez, on a fait les calculs, et pas seulement moi, il y a d'autres économistes, il y a des économistes d'extrême gauche, il y a des économistes de droite qui ont fait ces calculs. On arrive tous à la conclusion suivante. Une sortie de l'euro, aujourd'hui par la France, un éclatement qui provoquerait un éclatement de l'euro à très brève échéance, ça redonnerait entre 3 et 5 points de croissance pendant 3 ans à la France. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça ne toucherait absolument pas les retraites. Qu'est-ce que ça veut dire? Les retraites sont payées en francs, comme elles sont payées aujourd'hui en euros. Et le problème du taux de change, évidemment, on voit très bien que le nouveau Deutschmark, qui se créerait à ce moment-là, s'apprécierait. Mais quelle est la proportion des biens en provenance d'Allemagne qui sont consommés par les ménages français? Et surtout, quels sont les ménages français qui les consomment? Oui, bien sûr, des gens très riches qui s'achètent des gros Audi, des BMW, des Porsche, etc. Pas les gens du peuple. Mais on dit qu'à contrario, les produits français exportés en Allemagne, il y en a beaucoup, pourraient être... Tout à fait. Et par ailleurs, comme on sait, et ça c'est tout à fait démontré, que la lire italienne serait un petit peu dépréciée par rapport à l'euro français, eh bien, évidemment, ce que le consommateur français perdrait par rapport à l'Allemagne, il pourrait le regagner par rapport à d'autres pays. Ce qui est important, c'est que c'est pas le même consommateur, si vous voulez. Et il faut voir que dans une sortie de l'euro, il y aurait aussi un mécanisme de redistribution sociale et fiscale au détriment des grands revenus et au profit des revenus modestes. Pourquoi? C'est pas si vous voulez, tout simplement parce que on sait très bien que la part de produits importés en provenance de pays dont la monnaie serait plus faible que la France, et plutôt plus forte, et même parfois très fortement plus forte, dans les ménages à revenus modestes que dans les ménages à revenus élevés. Et je reprends mon exemple, c'est grosso modo, vous achetez un paquet de pâtes, de pâtes fabriquées par une société d'agroalimentaire italienne. Là, si la lire est légèrement dépréciée au franc, vous y gagnez. Si vous achetez une Porsche, une BMW ou une Audi, évidemment que vous y perdez. Sauf que ce ne sont pas les mêmes qui achètent des pâtes ou qui achètent des Fiat, etc. Et les gens qui achètent des Audi, des Porsche et des Mercedes. Donc ça veut dire qu'il y aurait dans ce processus de sortie de l'euro immédiatement
un mécanisme de redistribution sociale dont nous avons en réalité très fortement besoin. L'argument des adversaires à cette thèse, Jacques Sapir, est de remettre la France et l'Europe dans un contexte de mondialisation et de ces grands blocs économiques et sociaux que sont l'Asie d'un côté, les États-Unis de l'autre. Est-ce que l'Europe l'euro n'est pas un poids important, nécessaire? Pareil, je pense en disant ça aux négociations très opaques du TAFTA ou du CETA, ces accords transatlantiques dont on sait peu de choses, mais est-ce que être unis d'un point de vue économique entre Européens ne nous permet pas de pouvoir dire non à un géant comme les États-Unis? Alors tout d'abord, il faut savoir que ces négociations, elles sont faites par l'Union européenne, pas par la zone euro. Et qu'il y a dans l'Union européenne des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Par exemple, il y a la Suède. Donc ça déjà, on voit que ça n'existe pas. Deuxième problème, il existe des pays en Asie qui sont des pays importants et il n'y a pas de monnaie unique en Asie. En Asie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam n'ont pas la même monnaie et ils s'en portent très bien. En réalité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de nécessité, quand on veut constituer une zone commerciale, d'avoir la même monnaie. Troisième argument, c'est un argument, faut-il ces grands accords au niveau global, au niveau planétaire, ou au contraire, n'est-on pas aujourd'hui dans une période où l'on va avoir en réalité le démantèlement de ces grands accords pour revenir à des accords bilatéraux ou multilatéraux. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de cette problématique qui aujourd'hui est posée à travers la question de l'euro. Et on voit très bien que la raison de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, si vous regardez bien le débat qui avait eu lieu avant le référendum, c'est largement l'euro. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série d'hommes politiques britanniques, et non des moindres. Je rappelle que... Pour rappeler que c'est un Anglais, un Britannique, qui a donné l'idée dans les années 60 de faire une monnaie unique. Oui, mais il avait signalé quelles étaient les conditions qu'il fallait mettre en œuvre. Et ces conditions n'ont jamais été mises en œuvre. En fait, il disait cela un petit peu pour faire prendre conscience à ses partenaires de l'impossibilité de le faire. Si vous voulez, il est raisonné par l'absurde. Mais aujourd'hui, on voit très bien pourquoi en Grande-Bretagne a-t-on eu le ministre de la Justice de M. David Cameron qui s'est positionné pour le Brexit. On a tendance à l'oublier, on a tendance à ne voir dans les partisans du Brexit que Nigel Farage de UKIP, ou Boris Johnson. Non, il y avait des gens qui, certes, parlaient moins, mais qui étaient tout aussi convaincus que la Grande-Bretagne devait sortir de l'Union européenne. Pourquoi a-t-il eu cette position? Parce qu'il a dit de manière très, très évidente, si nous restons dans l'Union européenne, il y a aujourd'hui dans l'Union européenne un espèce de fédéralisme furtif qui se développe et qui va priver progressivement le Parlement britannique de ses compétences. Or, de cela, les Britanniques n'en ont jamais discuté. Donc il a dit, en fait, le référendum sur le Brexit, ça sera le moment d'en discuter. Est-ce que vous voulez céder vos compétences à une organisation supranationale ou est-ce que vous voulez conserver vos compétences politiques nationales? Et, de fait, les Britanniques ont choisi de conserver leurs compétences politiques nationales. Historiquement, les Anglais et les Français n'ont pas le même rapport à l'Union européenne, même. Bien sûr, mais il faut savoir que la position française a toujours été, historiquement, l'Europe des nations, jamais l'Europe supranationale. Or, à quoi assiste-t-on depuis maintenant une quinzaine d'années? On assiste à la montée de manière cachée, subreptice, de cette notion de supranationalité, alors qu'il n'y a aucun mécanisme démocratique permettant de valider justement ces institutions supranationales. C'est très réellement contradictoire avec la vision française de ce que devait être l'Union européenne, tout comme c'est contradictoire avec la vision britannique, mais pour d'autres raisons, de l'Union européenne. Et ceci, si vous voulez, si vous mettez toutes ces choses ensemble, vous voyez qu'il y a une crise politique extrêmement grave de l'Union européenne qui est, non pas à 100%, mais
très largement, je dirais à 80%, liée à l'existence de l'euro. Et comment expliquer, Jacques Sapir, que sortir de l'euro n'est un projet, d'un programme qui n'est que défendu par le Front National et Jean-Luc Mélenchon à l'opposé? Et Nicolas Dupont-Aignan. Ce sont les trois candidats qui... Alors, pourquoi les grands partis de gouvernement, comme on dit, n'envisagent même pas cette possibilité? Alors ça, j'aurais envie de vous dire, demandez-le leur. Demandez-le leur, et surtout, demandez-le leur au-delà des arguments, je dirais, de battleurs de foire qui sont sortis. Quand, par exemple, vous avez Nicolas Sarkozy qui dit si nous sortons de l'euro, l'épargne des Français perdra 30 à 40% de sa valeur. Mais c'est tout simplement faux. C'est ne pas comprendre les mécanismes. L'épargne des Français, elle est en France, elle est destinée à payer essentiellement des biens et des services français. Donc la question un petit peu du taux de change, là, ne se pose pas, si vous voulez. À quoi vous sert une épargne? Ça vous sert essentiellement... alors, soit cette épargne, ça peut être votre logement, bon, soit ça vous sert à une garantie si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de vieillesse, etc. Tous ces coûts sont des coûts français. Donc, ils seraient immédiatement redénominés de l'euro en francs. Il y a très peu d'épargne qui serait consacrée à acheter des biens importés. En fait, on a fait le calcul. On estime qu'il y a moins de 15% de cette épargne. Alors, même si on admet que ces 15% de l'épargne serviraient à acheter uniquement des biens allemands, parce que s'ils achètent des biens italiens, ils vont plutôt y gagner. S'ils achètent des biens espagnols, ils vont plutôt y gagner. Mais uniquement des biens allemands. Nous avons 20% de dévaluation sur 15% de l'épargne. Ça fait 3%. 3%. Vous voulez, on est très loin des 30% dont parle, des 30 à 40% dont parle Nicolas Sarkozy. Une dernière question pour conclure, Jacques Sapir. S'il fallait résumer votre livre sous forme d'un slogan, est-ce qu'on pourrait dire oui à l'Europe, non à l'euro, ou l'inverse? Alors, oui à l'Europe en tant qu'entité culturelle. Et si vous voulez, je me sens tout à fait en Europe, par exemple quand je suis en Russie. L'Europe n'est pas l'Union européenne, il faut le rappeler. Donc effectivement, non à l'euro, oui à l'Europe, et l'Union européenne devra choisir, soit elle continue à se crisper sur la question de l'euro, et elle éclatera, soit elle admet de faire son autocritique et de se recomposer très largement vers une Europe des nations, et là, elle pourra survivre. Mais ça, si vous voulez, ce choix n'est pas le choix des électeurs français, ça sera le choix et la responsabilité des dirigeants européens, c'est-à-dire de M. Jean-Claude Juncker, de M. Donald Tusk et des dirigeants du Parlement européen. Merci Jacques Sapir d'être venu nous parler de cette question fondamentale s'il en est, l'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, que vous signez aux éditions du CERF. Il est 12h42, le 12-13 continue évidemment juste après ça.